La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci Gildas Adjakoto, merci madame, merci messieurs, vous tous qui nous écoutez 5 sur 5 chez vous sur la bande 96.3 Victoire FM et vous êtes bien évidemment dans Audi Actu, 5e rendez-vous de la semaine. Et ce matin, celui que nous recevons pour vous, c'est un candidat en lice pour la présidentielle du 22 février prochain. Laquelle élection, ou disons le scrutin dont la campagne électorale a démarré depuis hier, jeudi 6 février. Alors, comment est-ce que la campagne a commencé à son niveau ou au niveau de l'état-major de sa formation politique? Celui que nous avons invité, il s'appelle Monsieur Gabriel Vincent Agbeyome Kodjo. Alors, Monsieur le Président ou Monsieur le candidat, bonjour. Bonjour, Joachim. Comment vous allez? Je vais bien. Et Monsieur le Président, comment est-ce que les choses se passent chez vous actuellement? Nous sommes prêts. Nous avons déjà, en tout cas, nos éléments sur le terrain qui avaient commencé donc la pré-campagne et qui enchaînent également en même temps de tout au long de la campagne. Et donc, je pense que nous envisageons donc de présenter notre programme, quoique certains éléments saillants ont été déjà portés donc à la connaissance de la population. Mais de manière formelle, je pense que nous allons pouvoir, dans la journée ou probablement demain, donc organiser donc une rencontre pour exposer aux journalistes les éléments structurants donc de notre programme qui a pour toit de fond la refondation. La refondation, c'est-à-dire construire donc une nouvelle république sur des bases éthiques, des bases plus saines et qui s'attaque, si vous voulez, donc à la problématique de la pauvreté imposée aux Togolais. Et voilà, donc, puis je dirais également même qu'il y a même une formation politique donc qui porte aussi donc cette candidature, donc, qui a pour slogan 3 repas par jour. 3 repas par jour. Alors, merci d'avoir accepté quand même être des nôtres ce matin dans ce rendez-vous qui permet à tous les candidats ou leurs représentants de convaincre la population togolaise afin de pouvoir l'élire le 22 février prochain. Alors, pour aller maintenant dans le vif du débat, Monsieur Gabriel Vincent Agbeyome Kodjo, vous êtes l'un des 7 candidats retenus par la Cour constitutionnelle pour les joutes électorales du 22 février prochain. Présider aux destinées d'une nation n'est pas une mince affaire. C'est évident. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à faire acte de candidature? Excellente question. Pardonnez-moi, je vais arrêter cette affaire. Oui, bien sûr. Excellente question. J'avais estimé que, compte tenu des difficultés de gouvernance que le Togo, en tout cas, rencontre, estimé également qu'il est temps quand même que les Togolais donc se réveillent et qui sortent de cette histoire de monarchisation du moins rampante donc qui se développe dans le pays et que nous pouvons en tout cas aider le peuple togolais à obtenir l'alternance. Donc en fait, je dis, il y a une situation donc dont se plaignent donc les Togolais qui sont complètement démotivés parce qu'à chaque fois qu'on va aux élections, c'est les mêmes résultats qu'on amène, c'est les mêmes qui gagnent. Ils n'ont jamais perdu depuis du moins plusieurs décennies. Et donc nous avons estimé que le peuple était en souffrance. Avec l'expérience que nous avons, on peut facilement de toute façon créer l'espérance dans le pays. Parce qu'il vous souvient qu'il n'y a pas très longtemps, beaucoup de jeunes donc avaient fait une rouillée donc sur le service de passeport pour donc quitter donc le pays. Quand vous voyez donc cette scène, eh bien ça crée de l'émotion. Et ça interpelle également la responsabilité. Ça veut dire que nous sommes incapables dans ce pays d'organiser les choses, de créer de la richesse, de créer des emplois pour pouvoir maintenir nos enfants. Et vous le voyez, nous sommes en train de prendre des risques parce que ceux qui n'auront pas gagné donc à l'autorivisa organisé par les Américains, ils seront tentés de traverser la Méditerranée. Et en fait, les scènes que nous voyons donc au niveau de la Méditerranée
sont si horribles et démontrent, si vous voulez, donc l'incapacité de nos gouvernants à construire donc le développement et à impliquer, si vous voulez, donc les jeunes qui constituent donc la force vive donc de nos pays, notamment donc du Togo, et de les laisser partir comme ça. Et donc je me suis dit, peut-être que j'ai entre mes mains une partie donc de la solution, et c'est pour cette raison que... Pas la totalité, mais une partie. Oui, en tout cas c'est pas modestie. Oui, Oui, c'est pas modestie. Une partie donc de... En tout cas, la réponse donc à ce questionnement, à ce désarroi donc des jeunes, de la population, de toutes les franges de la société. Et c'est la raison pour laquelle le MPDD m'avait investi. Et voilà, mais à vous écouter tout à l'heure, vous aussi vous faisiez partie du système dans le temps et qui, si peut-être les choses ne sont pas totalement reluisantes aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez un peu votre part de responsabilité, ne serait qu'en partie dans cette affaire? Vous savez, oui. Il y a, j'entends dire certains, est-ce que Agboume est réellement opposant? Je crois quand même que la position dans laquelle je me trouvais, donc en juin 2002, et que face à l'inertie du système, et que nous voulons faire des réformes pour donc donner des chances à ce pays d'éviter certains drames ultérieurs que vous avez connus, eh bien, je crois qu'il y a très peu de gens, je dis bien, qui accepteraient donc de quitter donc volontairement donc le poste de Premier ministre avec tous les avantages. Et donc quand quelqu'un dit qu'il est réellement de mon chose, est-ce qu'il est réellement opposant, oui. Donc oui, ma réponse c'est que de toute façon, je crois que oui, c'est des questions qu'on leur a posées, ils n'ont pas de réponse. Et ils ont été, ils ont pris des raccourcis. Non, on a posé ce acte-là. Et donc ça fait trembler de toute façon le monde entier. Et puis, je rappelle à aux jeunes qui ne connaissent pas la Constitution de 1992. Dans sa version donc originelle, c'est que le chef de l'État n'avait pas le pouvoir de démettre son Premier ministre. Le Premier ministre quitte ses fonctions, soit par une motion de censure, donc ce que malheureusement donc, le Premier ministre Doubli a connu, ou il remet lui-même personnellement dans sa démission. Il y a cet acte-là, je crois quand même que bon, ça a une résonance internationale assez forte, et aller demander à celui-là qui a eu ce courage de dire il y a des choses qui ne marchent pas, nous pouvons tourner ça, les gens disent non, et il claque la poigne, il s'en va. Je crois quand même que dans l'histoire, vous en chercherez des exemples comme ça, en tout cas longtemps on va en trouver. Oui, mais quand même, qu'est-ce qui justifie votre participation aux législatives de 2018? Ah, mais voilà, puisqu'à ce niveau aussi... Allons-y. D'abord, je n'aime pas le boycott. J'ai appelé les Togolais par rapport donc, aux législatives d'octobre 2002 de ne pas boycotter. S'ils n'avaient pas boycotté, Faure ne serait pas président de la République. C'est parce que l'âge pour y aller, c'est 45 ans. Quand ils ont boycotté et que le RPT a trouvé la clé des 4/5e, le RPT est parti déverrouiller la Constitution. Donc, nos limites pour demander le nombre de mandats, et également, il y a plus de 2 tours, c'est 1 tour, et aussi, donc, le plancher, l'âge plancher, et donc 45 ans, c'est revenu à 35 ans. Donc, je n'aime pas le boycott. La deuxième chose, c'est que je n'étais pas membre de C14. Nous avons voulu être membre du C14, on nous a exclus au motif que nous n'avons pas marché. Oh, j'ai beaucoup marché dans ce pays. Donc au niveau du FRAC, je crois que vous vous souvenez, au niveau du CST, j'ai beaucoup marché, au point où un jour, je me suis retrouvé sur le toit d'un mur. Et oui, l'image avait fait de moi un buzz à circuler avec une viralité dans le monde. Et donc, me dire aujourd'hui qu'on se demande si je suis, je ne veux pas parler. Parce que de toute façon, nous avons un code éthique entre les candidats. On ne va pas du moins aller parler d'un candidat. Et le personnel dont il s'agit, j'ai travaillé beaucoup avec lui pour l'amélioration du cadre électoral et tout cela. Et donc, le dire, je crois quand même que c'est de la mauvaise politique, de la mauvaise foi, et ce n'est pas bien entre candidats. Parce que moi, je ne parlerai pas mal de lui. Je parlerai de mon programme. Je parlerai des préoccupations des Togolais. Je parlerai de comment on fait pour avoir un scrutin transparent, pour que les lendemains ne soient pas difficiles pour les Togolais. Voilà de toutes mes préoccupations. Mais je ne l'ai pas dit. Il y a un thermomètre là qui permet de mesurer qui est plus opposant que l'autre.
Je crois que là n'est pas la question aujourd'hui. D'accord. Alors, monsieur Agbeome Kodjo, en tant que candidat, je vais vous poser cette question. Quelles sont selon vous les qualités que requiert la fonction de président de la République? D'abord, c'est une fonction qui convoque le sacrifice, qui convoque l'humilité, qui convoque l'empathie, qui convoque la responsabilité, qui convoque le souci de bien gérer le bien commun. Et donc, si quelqu'un, puis une forme d'éthique et d'honnêteté également dans ce qu'on fait, si quelqu'un n'a pas ces qualités-là, il ne peut pas incarner la fonction. Et même si, du moment par accident, il l'incarne, en tout cas, cet art-là, de tout temps, vont se révéler, et puis les gens vont se dire que non, bon, c'est un mauvais président, ou en fait, de toute façon, c'est une calamité de toute façon que nous avons rencontrée sur notre chemin de vie. Et vous êtes candidat aujourd'hui en liste pour la présidentielle. Pensez-vous les avoir toutes, c'est-à-dire ces qualités? Je pense que si on revisite le passé d'Agbeome Kodjo, pas de fausses polémiques que donc les certains ont voulu orchestrer, je pense quand même que j'ai apporté, en tout cas, un grain de caillou pour de tout en faire bouger de monde le pays. Vous savez, le bitoudra qui permet aujourd'hui aux artistes et puis aux créateurs des œuvres de l'esprit d'avoir quelque chose aujourd'hui, c'est moi qui l'ai imaginé, donc déjà en 1990. Ok? Le stade. Donc vous êtes l'initiateur du bitoudra? Mais ça, personne ne peut le mener au Fiso Togo ici. D'accord. Ok. Je parle Kégué. À l'époque, vous étiez ministre de la jeunesse, des sports et de la culture. D'accord. C'est sur le volet culturel. Vous ne pouvez pas me refuser ça aujourd'hui. Le stade Kégué, c'est moi qui l'ai conçu et de toute façon, et trouver le financement. La preuve, c'est que quand de toute façon les travaux ont été achevés, les Chinois m'ont invité à visiter de toute façon l'ouvrage avant son inauguration officielle. Je parle donc du palais de la présidence de la République. Il n'y a pas de palais de présidentiel dans un pays. C'est une primature que je considère. L'architecte est là. Je peux vous dire, c'est les éléments structurants de cet ouvrage. Quand de toute façon... Donc le palais présidentiel de Lomé 2. C'est moi qui l'ai initié. C'était donc la primature à l'époque? C'est une primature à l'époque. Et le président m'a demandé, on va transformer ça en présidence. Lui va travailler, du monde dans la nouvelle présidence, et qui me donnerait donc le palais du bord de mer. C'est une réalité. Personne ne peut me le dénier. J'ai le dossier. Maintenant, donc, vous étiez aussi l'initiateur du palais présidentiel qui se trouve vers Lomé 2. Non, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Ok. Vous prenez également donc l'Assemblée nationale. Je suis devenu président de l'Assemblée nationale. Je dis on ne va pas travailler de toute façon. Bon, moi-même j'appelle ça sous un hangar. Donc je l'ai initié. J'ai trouvé le financement avec son ambassadeur donc, du Togo en Chine à l'époque. C'est ça. Personne ne peut dire le contraire. Le pôle écart dans lequel il se trouvait, donc quand on me le confiait, les gens se disent mais c'est un truc pourri là comme ça que le président a devant ta donner. Bon, on l'a transformé. Nous avons transformé le port. Et donc personne ne peut dire le compte terminal du Sahel, solidarité donc sur la mer. Et je pense que dans le parc de véhicules d'occasion, c'est nous qui l'avons fait. Okay? Aujourd'hui, fermé de ce parc là pendant une semaine, vous ne pouvez pas rester à Lomé. Parce que vous avez des démarcheurs dedans, vous avez des mécaniciens autour, vous avez des peintres autour, vous avez des transitaires de... Bref, c'est quelque chose qui donne, en tout cas à manger. À une chaîne d'emploi créée. Oui, ça, personne ne peut le refuser. Le problème de passeport, je peux aussi dire que c'est sous ma législature, du moins que le problème de passeport a été réglé. Bref, pour dire que, j'essaye, quand on me confie une responsabilité, de donner le meilleur de moi-même. Et donc, vous ne pouvez pas. Et donc, je connais comment fonctionne donc l'État. J'ai une expérience également du secteur privé, puisqu'en fait, donc, la Sonacom à l'époque est une société mixte. Moi, j'ai pris la Sonacom à chose, comment je dirais, à 12 milliards de chiffre d'affaires. Je n'ai pas de directeur commercial de 12 milliards. J'ai l'amené à 24 milliards de chiffre d'affaires. Bref, pour dire que je me sens capable, en tout cas avec l'aide de Dieu, de faire le travail qu'on me dit. Et puis, bon, tout en vous référant donc à ce chapelet de réalisations que vous avez eu à faire dans le passé. Oui, allons-y. Et puis en fait, d'une manière ou d'une autre, celui qui nous gouverne aujourd'hui, M. Fogna Singbe, et voilà, justement, ça me permet de vous poser la question. Non, je vais terminer ce que je vais dire, et puis j'en suis là. Un jour, de toute façon,
j'ai fait quelque chose, et puis avec des étrangers qui nous étaient hostiles. Le mot qu'il a laissé de toute façon dans le livre dehors de la maison, il est que une partie du destin du Togo s'est construit ici dans cette maison. Et donc, oui. C'est le mot laissé par l'actuel président de la République, Faure Gnassingbé, dans votre livre d'or. Oui, quand vous passerez devant la maison, on reçoit des gens importants. Donc, oui, donc une partie du destin du Togo s'est construite dans cette maison. Et donc, histoire de vous à l'époque, il était ministre. Il était non, moi je ne l'ai pas connu ministre. Il était donc député du moins à l'Assemblée nationale. Je raconte tout ça là, c'est pas pour du moins me gonfler pour dire par rapport à la question que vous m'avez posée. Si vous avez toutes les qualités. Je me sens capable de toute façon de faire le travail à la satisfaction des Togolais. Et voilà, Faure donc n'est pas une nouvelle personnalité pour vous. Vous l'aviez connu dans le passé et vous le voyez aujourd'hui. Alors en tant que président sortant, il n'a pas pu passer toutes ces années au pouvoir s'il n'avait pas montré certaines qualités de dirigeant. Je parle de Faure Gnassingbé. Oui. Alors maintenant la question, quelle critique faites-vous à son action au point de vouloir lui ravir aujourd'hui la présidence? Non, vous savez, nous sommes dans un système démocratique. Quand on est dans un système démocratique, et pour que donc la démocratie respire, fonctionne, il faut donc que les alternances de toute façon se succèdent. Première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, la deuxième raison, c'est que moi j'ai eu mon certificat d'études donc en 1967, juin 1967. Le président Yadema de toute façon exerçait la réalité du pouvoir politique. Nous sommes le pouvoir politique, pouvoir d'État dans le pays. Donc en mai 1967, donc j'ai dit mes certificats d'études primaires élémentaires, donc en juin 1967. Et puis donc nous sommes aujourd'hui février donc 2020. C'est toujours encore de toute façon quelqu'un qui porte le même patronyme que lui qui est au pouvoir. Donc ça pose un problème. Donc si on dit donc que les mandats sont limités, qu'aucun Togolais ne devait faire donc plus de 10 ans, c'est ce que donc, le peuple avait souhaité donc le 27 septembre donc, 1992, et que du moins au niveau donc de cette unité familiale, donc on totalise pratiquement donc 55 ans, il va falloir quand même passer la main, même si on est aussi génie que Jésus. Il faut donc passer la main. Donc, oui, mais là, c'est la durée, en tout cas, de la même famille au pouvoir. Au niveau des actions du président sortant, qui est également candidat à sa propre succession. Je ne dirais pas comme certains du monde qu'il n'a rien fait, mais je dis peut bien faire, parce que les défis sont énormes et on a le sentiment du monde que ce pouvoir est à bout de souffle et qu'il est nécessaire du monde qui passe la main du moins à quelqu'un d'autre, et qu'on voit donc qu'est-ce que celui-là peut apporter. Le pouvoir est à bout de souffle aujourd'hui. Quand vous faites toutes les projections, vous sortez à midi, vous voyez donc 5 millions de toute façon de jeunes apprenants dans la rue, et quand on prend en compte le fait que depuis de toute façon plus d'une décennie, les armées de diplômés qui se constituent et qui n'ont donc, si vous voulez, d'espoir que d'aller chercher à conduire des étudiants, ou en tout cas des métiers ou des activités qui ne valorisent pas le savoir qu'on leur a transmis, ça pose un problème. Donc moi je pense que quand on a la chance au niveau d'une famille d'avoir réalisé pratiquement 55 ans au pouvoir, il est temps de passer la main. Alors, monsieur Gabriel Mensah-Guillaume, vous êtes dans la tranche 30 minutes ou 1 heure pour convaincre l'électorat. Alors, le mandat présidentiel de la République au Togo dure 5 ans. Quel objectif comptez-vous atteindre au bout de ce mandat, c'est-à-dire les 5 ans, si les Togolais vous accordaient leur suffrage le 22 février prochain? Le 22 février prochain, nous allons prendre la réalité du pouvoir. Nous sommes déterminés à incarner l'avenir, le futur immédiat donc, du Togo. Donc, il y a plein de choses à faire. Les défis de toute façon sont élevés. Nous allons donc résumer cela de toute façon dans ce que nous appelons donc les 12 phares de la transition. 12 phares de la transition. Les 12 phares de la transition. Donc, aller libérer donc, les détenus politiques et mettre en place ce que nous appelons donc la journée nationale de mémoire. Journée nationale de mémoire. C'est-à-dire que chaque année, nous allons donc organiser donc une journée dans laquelle nous
penserons à toutes les violences, ouais, symboliques, physiques, qui ont marqué l'histoire du pays, ou à des arrestations également arbitraires, et nous dit que nous prenons l'engagement de ne plus faire revivre ces schémas tristes qui ont assombri l'image du pays du monde à l'extérieur. Je crois quand même que c'est important dans la formation du comportement des citoyens. Journée de mémoire. Parce que on sait, quand on fait le bilan de tout ce qui s'est passé en termes de violence, en termes de sang, en termes de sacrifice des Togolais pour la conquête du pouvoir ou pour la conservation du pouvoir, il y a donc matière à préparer l'avenir, à préparer les jeunes, que vous n'avez plus le droit de faire cela. Oui, mais donc, votre concurrent, il a fait quand même, il a travaillé sur ce volet à travers le projet, en tout cas la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je vais vous dire, et puis ça a donné quelques résultats. Est-ce que de tout temps, depuis que la CVJ a produit ces conclusions ont été traduites dans les faits? Est-ce que depuis la CVJ, il n'y a plus de violence? Oui, il y a eu de violence. Moi, je pense aux gamins, qui étaient à l'adolescent, qui a été comment je dirais, tué, en tout cas dans la zone de Zongo, à la veille. Il y a tellement de choses que, parce que ces crimes sont impunis, et que peut-être les gens se disent, un de moins, de plus, là, de toute façon, ça nous gêne. Bref, journée de mémoire. La deuxième chose, la troisième, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un gouvernement, une gouvernance plurielle, axée sur l'éthique, gouvernance plurielle. Tous les hommes et les femmes qui nous ont accompagnés dans ce combat, lorsque nous arriverons le 22 au soir au pouvoir, nous ferons un gouvernement arc-en-ciel composé d'hommes et de femmes de différentes tendances. Je disais également sur une de vos chaînes là hier que même les gens de Uni et qui sont vertueux, travailleurs, il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas de place dans ce gouvernement-là. Et donc, ce sera un gouvernement arc-en-ciel. Vous allez composer avec tout le monde. Avec tout le monde, oui, avec tout le monde. Mais j'ai dit un gouvernement pluriel basé sur l'éthique. Donc, si nous faisons des enquêtes, on a dit que vous avez détourné 2 milliards, 3 milliards, vous ne pouvez pas faire partie de ce gouvernement-là. Il faut que ce soit clair. Donc, nous mettrons en place également une constituante. Parce que les Togolais ne se reconnaissent pas dans la constitution d'aujourd'hui. Elle a été malmenée, fatiguée par ceux qui en ont au moins donné considèrent que s'il n'y a pas eux, il y a le chaos. Donc les gens conservent. Voilà. Et ce que je voulais rappeler aussi de mon Togolais, à chaque fois on modifie la constitution togolaise, c'est que l'opposition a boycotté. En 2002, l'opposition a boycotté. L'opposition a boycotté les élections et on a trouvé la faille pour modifier la constitution. Ok, en 2018, on dit on va aller se faire recenser. On dit non, n'allez pas vous faire recenser. Je crois que c'est des erreurs. N'allez pas vous faire recenser. Avec quoi? C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens, quand on faisait notre tournée de pré-campagne, il y a plein de gens également qui n'ont pas de carte d'électeur. Et quand on a voulu faire du rattrapage, on ne peut pas dire que le rattrapage de 2 ou de 3 jours, oui, a permis aux Togolais du monde qui avaient suivi le mot d'ordre, de ne pas se faire enregistrer. Et se faire tous enregistrer aujourd'hui. Ouais. Et puis, je pense que ceux qui avaient lancé ce mot d'ordre-là, si on n'avait pas fait une ouverture pour leur permettre de se faire enregistrer après, ils ne seraient pas candidats aujourd'hui. Parce que pour être candidat, il faut être électeur. Non, il faut être électeur. Oui, donc s'ils n'ont pas la carte. S'ils n'ont pas la carte, en temps, eux, ce sont parce que c'est des leaders. Ils sont partis se faire enregistrer. Donc voilà pour les incohérences dont je dis bien. La constitution togolaise a été modifiée par 2 fois, à chaque fois qu'il y a eu boycott. En 2002 et également en 2018. Raison pour laquelle vous n'avez pas opté pour le boycott en 2018. Oui, parce que... Oui, mais quelle a été votre attitude quand on devrait maintenant modifier à nouveau la constitution, celle que nous avons depuis le 8 mai? C'est une question de rapport de force. Je vous dis toujours que la politique est une question de rapport de force. Les gens ont une majorité combien? Ils ont plus de 80 députés sur les 91. Ils ont 80 députés. Donc là-bas, c'est la volonté du groupe le plus important. Donc voilà, parce que si vous voulez voter,
eh bien, donc, ils emportent la majorité, ce qu'on appelle la majorité mécanique. Et donc, je parlais donc de la mise en place d'une constitution. Il nous faut une nouvelle constitution. Nous nous attacherons également donc à des mesures visant donc à améliorer donc le panier de la ménagère. Oui. Nous ferons également donc nous prendrons un certain nombre de mesures pour le renforcement des droits civils et politiques. Nous avons dit donc que nous allons revaloriser aussi le SMIC, les retraites, les bourses et les salaires. Nous le ferons. Et puis également donc les soins de santé gratuits aux plus vulnérables et la couverture mutuelle universelle. Nous allons donc construire également donc, dans les chefs-lieux de région des hôpitaux de référence pour que donc chaque région donc, puisse gérer les problèmes de santé donc, au niveau de toutes les préfectures donc, qui composent donc, la région. Nous pensons également donc, mettre un accent particulier sur l'agriculture et puis également donc, créer des industries de transformation. Nous pensons également donc au renforcement de l'autonomisation des jeunes et des femmes, c'est-à-dire aujourd'hui un jeune qui a un bon projet ou une femme qui a un bon projet, bon, au lieu donc d'aller dans ce que vous appelez microfinance, où on donne 2,5 millions, nous allons donc construire donc, un partenariat avec les banques pour que donc, le montant du crédit soit compatible avec les ambitions donc, du projet. Et donc, pensons aussi, et c'est important, je crois que c'est le deuxième point, le deuxième phare, redynamiser le sport et puis promouvoir notre culture. Bref, nous avons toute une panoplie de mesures à prendre. Bon, et maintenant, les histoires qu'on diminue le prix des passeports, voilà, justement, la carte d'identité et tout ça, oui, donc c'est des mesures pratiques. Le passeport, vous avez dit, le prix sera ramené à 10 000 francs. Et que la durée sera 10 ans. La durée sera 10 ans. Oui. Tout ça aussi vise à améliorer, si vous voulez, de toute façon, le pouvoir d'achat. Parce qu'au lieu de payer 60 000, donc... 30 000 Non, 60 000 de moins en 10 ans. Puisque la 60 000 en 10 ans, donc vous allez payer donc 10 000 du moins en 10 ans. Je crois quand même que c'est une façon de faire des économies. De toute façon, pour les Togolais qui rejettent cette pièce d'identité dans leur transaction. Et la carte d'identité? La carte d'identité, je crois que c'était à 2000. À 2000. Donc, oui, la durée de validité aussi, au lieu que ce soit 5 ans, c'est 10 ans. Comme on le fait d'ailleurs, même dans certains pays de la sous-région, et on paie 2000. Et vous pensez que ce sera faisable, chose aisée? De toute façon, vous verrez, à partir du mois d'avril, non, à partir du mois de mars, c'est les mesures que nous allons prendre, des mesures du moins rapides, que nous allons prendre une fois installées. Ce sont des mesures que vous allez prendre une fois installées, mais en parlant tout à l'heure donc de vos projets ou bien de votre projet de société éclaté en 12 points que vous avez dit, les 12 phares de la transition. Alors, vous avez parlé de la libération des détenus politiques. Mais c'est un sujet éminemment politique. Puisque nous sommes en politique, vous voulez que ce soit un projet éminemment social. Non, je vous dis, vous savez... Et qui sont dans le viseur par rapport à ce phare? Ils sont nombreux, Il y a plein de gens dans du PNP, de toute façon, qui aujourd'hui sont en prison. Il y a également donc Patenya Singbe, donc c'est des jeunes... Le demi-frère du chef de l'État? Le demi-frère du chef de l'État, donc ils sont nombreux, et d'autres également. Donc, nous allons examiner la situation. Donc, il y a... Qu'est-ce qu'on appelle prisonniers politiques? On va examiner. Donc, ceux-là qui n'ont pas... Oui, ceux-là qui n'ont pas commis, comment je dirais, une faute, donc par rapport de toute façon à la législation, comme elle avait pour des raisons politiques, nous allons les libérer. Oui, vous allez les libérer. Oui. Et le plan d'action pour le réaliser, comment allez-vous le réaliser? Non, c'est facile. Quand on dit qu'on veut libérer, c'est pas que tout le monde se lève là pour tout le monde dire viens, on va partir. Non, il y a une démarche de toute façon judiciaire que nous allons donc emprunter. Ça peut être par grâce présidentielle ou bien vous allez automatiquement outrepasser les prérogatives de la justice, qui est une institution en soi. Non, une seconde. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Nous disons que la justice est malmenée dans le pays. Nous n'allons pas de toute façon nous-mêmes commencer par malmener cette justice que nous voulons, du moins indépendante, que nous voulons donc claire dans cette décision, que nous voulons donc que les Togolais la considèrent comme le rempart des plus faibles, des plus pauvres. Voilà. Et donc, il y a une démarche. Le moment venu, la volonté politique est exprimée, le moment venu, ceux qui vont m'entourer vont
et trouver donc la même manière, en respectant donc les normes, donc de faire recouvrer, en tout cas à nos prisonniers politiques, la libération, et peut-être pour le cas de Kwacha, du moins l'aider à aller se faire soigner. Vous avez parlé de la revalorisation du SMIC et vous avez parlé aussi des mesures visant à améliorer le panier de la ménagère. Mais moi, je voudrais m'appesantir un peu sur vos priorités en matière d'éducation, s'il vous plaît. De toute façon, tout le monde sait aujourd'hui qu'au niveau de l'éducation nationale, que la nature de la formation que nous transmettons aux jeunes apprenants, donc ne leur permet pas donc de se réaliser. Donc à chaque fois donc, que les gens sortent, ils lognent du côté de la fonction publique. Or nous savons que donc au niveau de la fonction publique, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Le type de savoir qu'il faut transmettre aujourd'hui doit préparer le jeune de toute façon à être en capacité d'entreprendre. Ne pas attendre que forcément que l'État lui offre donc un boulot avant de se réaliser. Et donc, vous allez enchaîner au bout de ce qui se fait actuellement, ou bien vous allez complètement reformater le système? De toute façon, nous allons reformater le système, puisque nous avons dit qu'il y aura des états généraux, une fois installés, du monde de l'éducation. Parce que ça va changer, de l'école primaire donc jusqu'à la recherche scientifique. Je dis, nous allons changer le système. Au jour d'aujourd'hui, les tablettes, l'éducation des jeunes, comment je fais ou comment nous allons dans faire. les pays développés beaucoup plus. Et au Rwanda. Au Rwanda, moi c'est... oui, bon, je peux considérer comme ça. Rwanda, c'est en Afrique. Si c'est faisable donc, au Rwanda, si c'est faisable à Dakar, donc nous pouvons le faire également ici. Surtout que donc, le petit tableau qui circule là, c'est un Togolais du monde somalien. Enfin, c'est un Togolais qui a le brevet. Et donc nous pouvons du moins l'éviter également à venir nous aider. Et d'autres peut-être qui sont très forts donc, dans ce domaine-là et qui sont également Togolais. Bref, je veux dire que de l'école primaire, donc jusqu'au professeur agrégé d'université et au-delà, jusqu'aux chercheurs donc, de l'université, nous allons faire des états généraux et voir comment améliorer le contenu donc, de l'enseignement, de la formation, pour que le jeune qui finit de ses études puisse lui-même, en peu de temps, devenir, si vous voulez, créateur d'entreprise et être en capacité également d'embaucher d'autres pour faire donner des couleurs à notre économie nationale. Et ça, c'est au niveau du système éducatif ou bien d'éducation. Mais parlons maintenant de la santé. Quelles seront vos priorités au niveau de la santé? C'est vrai, vous avez parlé de construction d'hôpitaux de référence dans chaque chef de région. Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, vous savez très bien donc le problème des scanners, en tout cas, est un défi important. Les gens ne peuvent pas, vous allez à l'hôpital, on dit qu'il n'y a pas de scanner. Non, nous disons qu'en matière de santé, nous allons faire donc, créer donc une fonction publique hospitalière, c'est-à-dire en fait, créer une nouvelle grille donc, de salaire pour le personnel de la santé. Simplement parce que c'est un travail du moins assez compliqué, et ce qui fait que la faiblesse des salaires fait que vous avez des médecins qui sont pressés donc de quitter donc les hôpitaux publics pour aller du moins exercer donc, dans les hôpitaux privés, dans les cliniques privées, parce que ça rapporte plus. Et ça entraîne une autre conséquence, c'est que la plupart des médecins relevant donc de la fonction publique, qu'on envoie donc à l'intérieur, et ils savent qu'il n'y a pas de clinique privée à l'intérieur, rechignent donc à y aller. Et donc, nous avons créé une fonction hospitalière. Donc, une fonction publique hospitalière. Une fonction publique hospitalière. Où, en tout cas, le traitement du monde sera différent par rapport de toute façon à la fonction publique non générale. Histoire de motiver donc le personnel, de leur donner donc le moyen, également le goût donc, de travail. Donc, ça veut dire qu'il faut améliorer le plateau technique. Dans l'amélioration des plateaux techniques, dans l'immédiat. Donc là où il y a des problèmes de scanner, nous allons rapidement régler ça. Nous allons également régler donc la situation de ceux qui n'ont pas de moyens et que pour une histoire de 1000 francs ou 2000 ou 5000, de toute façon, mais nous allons également trouver donc une solution à ça. Et c'est ça qui nous a amené à parler de la prise en charge intégrale et puis donc l'exonération des prestations, enfin l'exonération donc des prix à payer donc, par nos Togolais qui n'ont pas donc les moyens de se faire soigner. Et puis nous allons envisager également donc la couverture mutuelle donc universelle.
Donc ça moins. C'est l'assurance maladie. Assurance maladie, ça décide la participation. Maintenant, à quel niveau on va situer dans cette participation? En tout cas, de ceux qui doivent en bénéficier, les techniciens également, s'occuperont de cette étude, mais la volonté politique est exprimée. La volonté politique est exprimée. Et madame, monsieur, vous écoutez, monsieur Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, un des candidats en liste pour la présidentielle du 22 février prochain, et nous sommes dans la tranche 1 heure pour convaincre avec lui, pour convaincre qui? Vous, convaincre tous les Togolais qui sont en âge de voter, qui sont détenteurs d'ailleurs de la carte d'électeur. Vous avez évoqué le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, mais je voudrais quand même revenir un peu sur le problème d'emploi des jeunes. C'est vrai. Vous avez parlé donc de reformatage du système éducatif, ce qui pousserait les uns les autres à pouvoir s'auto-employer. D'accord. Mais au-delà de cet aspect. Non, je pense que le chômage est une plaie donc, pour notre économie. Ce n'est pas séant de voir des jeunes à qui nous avons demandé donc faites un effort parce que l'école de la République permet donc l'insertion donc dans la vie, vous permet de construire votre trajectoire et les gens finissent et viennent rester de à la maison et ils vous regardent. Papa, c'est pas ce que tu m'as dit. Regarde, moi je suis docteur dans ça ou ingénieur, mais qu'il n'y a pas de boulot. À cela donc c'est un défi également donc à relever. Nous allons donc examiner donc la situation au niveau de la fonction publique. Est-ce que nous avons la capacité donc d'offrir donc de nouveaux emplois donc aux jeunes? Nous allons étudier. Nous allons également voir au niveau du monde de l'entreprise comment de toute façon par un soulagement donc au niveau donc des taxes, comment nous pouvons les encourager donc à recruter donc des jeunes. Donc ça fait déjà deux volets. Le troisième volet, nous envisageons également développer davantage le numérique parce qu'il y a des niches d'emploi à ce niveau. Je dis bien développer davantage donc le numérique, donc encourager les jeunes à créer les start-up et cela aussi peut nous aider. Quatrième volet, c'est l'agriculture. Moi je n'aime pas les trucs très sophistiqués. Quand vous prenez même ces compteurs des émissions aujourd'hui, vous leur donnez donc, je ne sais pas, 10 hectares ou 20 hectares avec les moyens de départ. Et on dit, toute votre production, de toute façon, l'État ou des organismes relevant de l'État vont vous aider donc à les faire rouler. Vous verrez du moins qu'en créant des coopératives et tout ça, nous allons nourrir suffisamment, si vous voulez, donc, les Togolais. Et avoir même de l'autosuffisance alimentaire. Donc, et ça aussi permet à ces jeunes-là donc de... Oui, mais quand même, monsieur le président, vous le dites si bien, cependant, ça manque de statistiques. Est-ce que peut-être à la première année, vous aurez à travailler au niveau politique dans votre gouvernement si vous êtes élu, peut-être à faire embaucher ou à faire employer 1000 Togolais ou bien 500 Togolais, etc. etc. Et comment allez-vous l'échelonner? Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux en tant que quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême du pays? Quel est l'état des lieux et sur lesquels vous voudrez bien sûr travailler afin que les Togolais soient beaucoup plus convaincus? C'est de ça il est question, mais permettez, nous allons marquer la pause et on revient dans quelques minutes. Victoire FM, madame, monsieur, nous revenons donc en studio avec le candidat en liste pour la présidentielle du 22 février prochain, monsieur Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, qui est le candidat investi par son parti, le MPDD, et qui est le candidat de la dynamique, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que c'est sur une base de statistiques ou bien des données fiables et précises que vous allez travailler et échelonner l'emploi des jeunes Togolais? Parce que c'est un problème, c'est une situation très importante. Oui, tout le monde sait que nous sommes malades, que le Togo est malade. Et donc, sur le volet de l'emploi, ce que je peux dire, il n'y a pas de statistiques fiables, parce que donc, dans le pays du monde en ce moment, mais tout le monde sait que c'est un drame national. Et donc, nous disons que ce n'est pas qu'on fait le volet politique d'abord, après on fait le volet économique, le volet social. Nous allons aborder tous ces chantiers-là de fond. Donc, on sera au fond. Autant nous cherchons à améliorer le panier de la ménagère, autant nous chercherons également donc à créer des emplois, à avoir une politique du monde national en matière d'emploi très claire. Et donc, je vous ai dit donc les directions dans lesquelles
nous voulons y aller, j'ai dit dans le numérique. On peut créer des emplois dans l'agriculture en mettant en place donc, des coopératives donc, de jeunes. Donc, à travers dans tout le pays, nous pouvons créer des emplois. Nous avons dit que nous avons réexaminé les chiffres au niveau de la fonction publique. Peut-être que donc là-bas aussi, il y a une possibilité. Et également, nous allons, par une politique fiscale incitative au niveau donc, du secteur privé, arriver également à donc, créer des emplois, à placer des jeunes. Oui. Donc, je ne veux pas dire en alternance, mais ceux qui ont fini afin qu'ils puissent acquérir donc, une expérience. Donc, je pense que c'est un élément extrêmement donc, important pour la paix sociale. Et donc, c'est des sujets de toute façon. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y aura d'autres leviers sur lesquels vous comptez bien travailler pour lutter contre la pauvreté? De toute façon, pour créer la richesse, c'est comme ça, pour créer la richesse, il faut encourager le secteur privé. Voilà. Ok? Parce que bon, c'est pas un état-providence où on va dire que on va distribuer de l'argent aux gens. Je crois que les gens ont tenté cette expérience-là. Tout le monde a observé après que c'est du fiasco. Si c'est pas ceux qui donnent l'argent qui détournent, ou qu'on fait de toute façon l'histoire de 15 combien là. Donc, n'ont pas changé donc, la vie des communautés qui ont bénéficié de cette politique. Et donc, comment lutter contre la pauvreté? Eh bien, de toute façon, c'est à travers la bonne gouvernance et une prise en charge réelle, donc, en tout cas, des familles, puisque quand on parle de la nation, c'est donc une agrégation dans des familles là, qui forment la nation. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est pour conforter, si vous voulez, la famille. Et donc, le fait de trouver un emploi, de moins un jeune dans une famille, vous améliorez donc le contenu de la famille. Le fait également donc d'améliorer le salaire peut-être du père qui est dans un cycle de surendettement, vous améliorez également. Bref, il y a toute une sorte de politique, de batterie, de mesures politiques, économiques et sociales que nous mettons en place pour essayer donc de redonner donc de l'espérance aux Togolais, de leur redonner leur fierté donc et leur dignité. Et je pense que tout ce que nous avons préparé, et vous verrez dans la déclinaison, dans les semaines, dans les mois à venir, et vous verrez également, vous pourrez également apprécier les résultats que l'ensemble de ces politiques-là auront. Oui, mais quand même, dans toute cette batterie d'actions que vous comptez faire et mener sur le terrain, au même moment, sur plusieurs fronts, vous l'avez dit, mais vous occultez, si je ne m'abuse, la lutte contre la corruption, qui est une gangrène aussi de l'économie du pays. On vous a dit que nous mettons en place une gouvernance plurielle axée sur l'éthique. L'éthique. Et donc, c'est-à-dire, une gouvernance plurielle axée sur l'éthique, ça veut dire qu'il y a une prise en compte de ce phénomène qui détruit de toute façon l'équilibre d'une nation, qui détruit, donc qui consume l'avenir donc des jeunes. Et donc, nous lutterons contre la corruption. Et donc, c'est ça que nous avons dit ici, mise en place d'une gouvernance plurielle axée sur l'éthique. Donc, le combat de toute rencontre, si vous voulez, la corruption, le détournement des biens publics et tout ça, sera au cœur. D'ailleurs, même de toute façon, nous envisageons donc de faire signer à chaque membre du gouvernement et également donc à d'autres qui vont occuper donc des postes importants donc, au niveau en tout cas du déploiement institutionnel. Nous avons donc estimé qu'ils doivent signer donc en tout cas la charte éthique dans laquelle donc il s'engagera à défendre donc le bien commun, le patrimoine donc commun. En dehors de la déclaration de ces biens? En dehors de la déclaration de ces biens. De toute façon, c'est en préparation, peut-être ils ont déjà terminé. C'est en préparation, ils ont déjà terminé. Alors, monsieur Gabriel Bessang-Gbeme Kodjo, un volet très important qui unit les peuples, c'est le sport. Le sport. Et vous avez été dans le temps ministre de la Jeunesse et des Sports. Qu'est-ce que vous comptez faire pour redorer le blason à ce domaine qui tombe, je ne dirais pas en désuétude, mais qui n'emballe plus tellement les populations togolaises? Je crois que le drame des éperviers, qui est le miroir de notre jeunesse, est à ce niveau. Il faut reprendre, à mon avis, les championnats scolaires et universitaires pour permettre donc de détecter les talents. Nous envisageons même, bon, pour ne pas dévoiler tout ici et tout le programme,
Oui, mais c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir convaincre les Togolais. Non, les Togolais, de toute façon, je ne veux pas dire qu'ils sont tous convaincus, mais beaucoup de gens ils savent ce que nous avons fait. Nous construisons des écoles de football. Ok, nous construisons des écoles de football. Alors, si vous construisez des écoles de football, ou très tôt, de toute façon, on met les jeunes donc, dans ces écoles de foot. Dans ces écoles de foot, plus l'organisation des championnats donc, scolaires et universitaires, je pense que par ce renouvellement-là, vous pouvez avoir donc une équipe donc, qui gagne, une équipe qui fait rêver. Parce que le football aujourd'hui ne fait plus rêver donc, les Togolais. Et puis en fait, je ne veux pas dire que tout le sport donc, c'est tout sinistré. Il y a quelques belles réalisations, mais je pense quand même que le sport est au cœur également de notre dispositif. Le Togo n'a pas d'installation sportive à l'échelle nationale pour accueillir les grandes compétitions internationales. Est-ce que vous en êtes conscient du moins? C'est ce que nous avons envisagé de faire depuis 1989, qui est donné dans le stade Kégué. Si on avait envisagé... Il n'y a pas un stade de Kégué, peut-être à Tapamé. Oui, mais c'est pas la même envergure. Parce que moi aussi, je rêve de voir le Togo accueillir un jour la CAN. Oui, tous ceux qui nous ont tout pratiquement de tout avoir accueilli plusieurs fois. Il faut que nous soyons donc en capacité, dans les années à venir, de construire. Donc, si vous êtes élu, vous allez le faire en 5 ans? C'est-à-dire, en fait, de toute façon, ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'intensité avec laquelle donc, vous posez vos actes de tout temps qui compte. Donc, pourquoi pas, il y a une volonté politique et que donc, on prend les mesures, on peut de toute façon s'offrir 2 stades, en tout cas des stades aux normes internationales de toute façon en 1 an ou en 2 ans. À condition que les Togolais vous élisent le 22 février prochain. Oui, je pense que beaucoup de Togolais veulent m'élire. Ah voilà. On va à une élection pour la gagner. On va à une élection pour la gagner. Moi, de toute façon, c'est pas de la figuration, c'est pas du sport, ou de toute façon, c'est pas un prétexte. J'y vais avec la ferme détermination de gagner cette élection, et surtout, pensez-vous il ne faut pas oublier. Nous portons de toute façon la dynamique de Monseigneur Kouadjou. Et je crois que ça va au-delà de mes propres engagements de gagner. C'est une interpellation. Vous devez tout faire pour ramener donc, pour ramener l'alternance. Et donc c'est dans cette dynamique que nous nous trouvons. Et heureusement d'ailleurs que beaucoup de gens ont compris dans le pays et que beaucoup de gens donc, nous accompagnent par leur prière, par leur soutien. Et donc nous y allons pour gagner. Mais nous avons rencontré le G5, c'est-à-dire l'ambassadeur de France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et le représentant résident donc de PNUD au Togo, pour leur dire, nous demandons des choses simples pour garantir la transparence électorale. Par exemple, le 20, les militaires votent. Aussitôt le vote clôturé, il faudrait qu'il y ait un dépouillement immédiat. Les résultats ne seront pas rendus publics, mais seront transmis à choses, comment je dirais, au CELI. Au CELI qui vont faire remonter les résultats donc, au niveau donc, de la CENI. C'est la première chose. Mais les représentants des candidats auront chacun leur PV. 2, nous avons demandé que dans tous les bureaux de vote, qu'il y ait suffisamment de PV afin que, en dehors de la gouvernance électorale, le jour J, c'est le membre de bureau de vote que j'appelle comme ça, donc il faut que les délégués des candidats puissent nous ramener donc les PV. Parce que donc, généralement, c'est ce que dit la loi, mais dans la pratique, ils ne mettent que 2 copies. Une copie du PV, donc pour un exemplaire pardon, du PV pour la CENI et un autre donc pour la CENI. Nous demandons qu'il y en ait suffisamment pour que donc à l'heure de la contestation, si contestation il y a, que les contestataires puissent apporter la preuve que c'est eux qui ont gagné donc les élections. Donc voilà donc une deuxième mesure que nous avons demandé au G5 d'expliquer donc au pouvoir pour que nous puissions avoir des élections donc non seulement donc claires mais aussi donc apaisées. La troisième proposition de que nous avons eu à faire, c'est que s'il y a 130
C'est un bureau de vote, généralement la taille de bureau de vote c'est autour de 400, 500. Ok, dans un bureau de vote où il y a 400 électeurs, par exemple, les délégués des candidats sont à l'entrée. Et à chaque fois qu'un électeur arrive, il regarde si l'électeur est sur la liste et il le pointe. Quand on clôture les votes, peut-être sur les 400, il constate qu'il y a 250 personnes, ou du moins électeurs qui sont venus accomplir le devoir civique. Oui. Quand on ouvre l'urne, il faut qu'on trouve 250 Bulletins votés. votés. Mais si on trouve au-delà, ça veut dire, en complicité avec l'administration électorale locale, les membres du bureau de vote, on a fait du bourrage. Ça veut dire aussi, du moins, qu'il y a certains qui sont venus voter, donc des bulletins multiples, pré-votés, et sur lesquels, donc, bon, on passe le fer à repasser, et donc, voilà. Ça peut essayer, en tout cas, toutes ces mesures-là. De vote. Oui. La liste des hommes. Oui. Oui, c'est-à-dire des gens qui ne figurent, leur nom ne figure pas dans le registre pour vérification où ils doivent faire l'empreinte ou bien signer. Oui, mais il y a une liste des hommes qui est le plus souvent ouverte. Oui, mais de toute façon, ça ne change pas. Ça ne change pas de manière fondamentale donc les résultats. Mais ce que je dis là, complètement à niveau, donc sur le, comment dire, dans ce bureau de vote où il y a 400 de moins électeurs, c'est 200 qui sont venus voter. Le reste, de toute façon, on sait ce qu'on fait avec. Et donc, c'est pour ça que nous disons, nous avons dit de manière claire, donc aux représentants, en tout cas, des ambassades des pays occidentaux ici, qu'il est nécessaire que ce type de pointage-là puisse se faire. Ça limiterait beaucoup les fraudes. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des PV, il faudrait qu'il y ait suffisamment de PV dans chaque bureau de vote. Cela nécessiterait des moyens peut-être. Est-ce que cela ne va pas être accueilli par un fin de non-recevoir au niveau de ceux qui ont en charge l'organisation? Parce qu'en de toute façon, nous-mêmes, nous serons sur le terrain, nous allons vérifier dans les bureaux de vote. Le code dit que tout le monde doit revenir. En tout cas, tous ceux qui sont dans le bureau de vote doivent disposer d'un PV. Donc, alors, on attend. PV pré-signé, c'est-à-dire signé avant compilation ou bien à quel moment ça doit être signé? Mais, écoutez, comment vous allez signer le PV après compilation? C'est-à-dire que on finit le vote, oui. Les résultats sont au tableau. Il faut copier maintenant les résultats de toute façon sur le procès verbal que le président et le rapporteur doivent signer. On est d'accord? Et les délégués des candidats. Est-ce que nous sommes d'accord? Et donc, j'ai dit, au lieu de faire que deux, comme du moins ils ont l'habitude de le faire, ils vont faire de toute façon pour les candidats, pour chacun des candidats. Donc, dans le bureau de vote, c'est normal. Et puis également, donc, le président et le rapporteur également donc, auront leur PV. Pour que celui qui va représenter le candidat unique des forces de l'opposition, qui ramène donc le PV à la maison. Pour dire que non, voilà ce que j'ai trouvé dans tel bureau de vote. S'il ne ramène pas le PV et qu'il amène un bout de papier en disant que non, dans tel bureau de vote 32, EPP de temps, que nous avons eu 20, c'est ça le problème. Oui, mais est-ce que vous êtes suffisamment implanté sur le territoire national pour pouvoir véritablement gagner l'élection et puis veiller au grain tel que vous êtes en train de le décrire? Si nous sommes suffisamment implantés. Sur l'ensemble du territoire national, dans les 9389 bureaux de vote ou dans les 445 centres de vote. Moi, je vous dis ceci. Et la progression, la progression rapide donc, du MPD sur le terrain peut se mesurer à travers les résultats que nous avons eu au local. Nous avons présenté donc, des candidats dans 30 communes, nous avons eu 25 conseils, calculer le ratio. Bref, je vais dire que nous sommes implantés partout. La différence, c'est que donc, les implantations de toute façon n'ont pas, comment dire, la même prégnance selon telle région ou une autre. Mais en fait, sur le territoire national, nous sommes là. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes de toute façon en coalition. Ah oui. Et que il y a certains partis... il y a les endroits peut-être où nous avons une faible représentation. Il y a d'autres qui arrivent également, qui comblent, qui comblent, si vous voulez, cette insuffisance. Donc, nous avons maillé donc, le pays. Et le moment venu, vous allez voir.
Et nous allons maintenant laisser le soin à certains Togolais de pouvoir vous poser quelques questions. Monsieur Pelé, par rapport au débat dont nous sommes, dans lequel nous sommes avec le candidat Agbeyome Kodjo. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors. Bonjour, Président. Bonjour, comment ça va? J'apporte ma contribution et j'appelle le peuple togolais à voter pour M. Agbeyome pour cette réalisation-là. Merci beaucoup. Oui, ce que je voudrais vous dire et vous poser comme question, comment vous pouvez apporter, quel est votre moyen pour que vous pouvez, si vous avez tout le pouvoir, vous pouvez arracher dans la main de la minorité qui s'accapare de ce pays. Quels sont vos moyens pour arracher pour arracher la victoire, voudriez-vous dire? C'est bien noté. Ceux qui détiennent la minorité de la richesse du pays. Ah, d'accord. Comment il peut arracher cette richesse-là pour le peuple togolais? D'accord. Question, si vous êtes président, est-ce que vous pouvez être dans la voiture pour passer et que toute la population sera dans la piste comme le fait le président quand il passe, c'est-à-dire il y a la poussière seulement, on ne voit pas la voiture, on voit que la poussière. D'accord. Bien noté. Oui, Bien noté. Je peux répondre là? Non, nous allons accueillir les auditeurs et puis vous laisser le soin de répondre. Coucou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, votre question. Je salue le président. Merci, bonjour. Monsieur le président, Merci. on va à une élection pour le gagner. Je voudrais me demander, est-ce qu'on fait combien que vous avez pour gagner cette élection? Est-ce quoi? Je dis, Oui. quoi qu'il a pour gagner cette élection? Est-ce que Tu on va... comprends? Non, le mot n'est pas sorti sincèrement. Hein? Allô? Oui. Je dis là la fois qu'il va gagner cette élection. Voilà, oui. Est-ce que ce qui s'est passé la dernière fois, lors des législatives, il y a eu un problème avec un député. Est-ce que le pouvoir qui n'a pas pu laisser un député peut le laisser la présidente, comme ils ont dit qu'ils ont la foi? D'accord. Bien noté pour vous, cher ami Coco. Et nous accueillons M. Komi. Bonjour. Bonjour, M. Joachim. J'ai Oui. deux questions. D'accord. La première, il y a une guerre qui s'installe entre lui et M. Fabre sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais j'ai pu comprendre que lui et Fabre entretiennent de bonnes relations. C'est vrai. Et que c'est les militants et ses partisans qui font ce brouillard-là, laissant la proie pour l'ombre. Quel message, lui, il a pour ses militants et ses partisans et pour les militants de Fabre et consorts? Deuxième question, Oui. il y en a beaucoup qui ont appelé boycott et à la transition. Ils ne participent pas. Quel lobbying, je continue pas à insister là-dessus, quel lobbying il fait pour ces candidats et ces voix-là? Bien noté, cher ami Komi. Nous accueillons l'autre intervenant qui a aussi une question certainement à poser au candidat Agbeyome Kodjo. C'est Angelo. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour Angelo. Oui, bonjour. D'accord. Oui. Je voulais juste poser une question à M. Agbeyome. Oui. Ce qu'il a fait chez lui à Tokoli. Il a fait quoi? Ce qu'il a fait chez lui, À Tokoli. c'est-à-dire? Oui, on a constaté que c'est lui qui a fêté les milliards dans ce pays. Alors, monsieur, Non. non, s'il vous plaît, non, laissez-le. Par rapport au débat de ce matin, alors là, lui-même, il est reparti. Oui, non. Et nous, non, s'il vous plaît, nous accueillons C'est le Papa coup qu'il Siviti. voulait faire. Bon, c'est ça. Nous accueillons Papa Siviti. Bonjour. Bonjour, mon directeur Joachim. Bonjour, monsieur le président Agbeyome. Bonjour. Moi, j'aime tout le monde. Je vous aime parce que vous avez dit un jour que tout ce que les gens font, la nature a ses règlements de compte. Oui, c'est vrai. Vous avez été le premier chez moi pour prononcer cette phrase. Maintenant, si le Monseigneur vous a choisi, c'est compte tenu de votre approche avec le pouvoir, le président Faure. J'ai pas compris. Si vous avez vous gagnez,
je vous souhaite une bonne chance si vous gagnez le 22 février. Vous avez vu votre palmarès, c'est vous qui avez institué ça, mais la société, vous n'avez rien fait pour nous quand vous étiez là, les fonctions, Oui, maintenant, Papa Sibiti, alors aujourd'hui il est là en tant que candidat pour la présidentielle du 22 février prochain, une préoccupation actuelle. Qu'est-ce qu'il va vouloir nous faire pour que nous soyons contents? Et lui-même, est-ce qu'il sera... Vous, les retraités? Les retraités, les fonctionnaires... Très bien, très bien noté. Est-ce qu'il sera un président que n'importe qui, le dernier du peuple, peut appeler, va prendre parce qu'aujourd'hui, le ministre, le président, on les appelle, ils ne prennent pas. D'accord, monsieur, c'est bien compris, Papa Sibiti, monsieur Agbeme Kodjo. Est-ce que vous aurez les portes grandement ouvertes à quiconque si vous devenez président le 22? Non, je crois que Papa Sibiti ne m'a pas connu quand j'étais dans mes activités, que ce soit au port, à l'Assemblée nationale et à la primature. Je rejoins jusqu'à minuit, parfois 1 heure. Bon, bref. Voilà. Bon, je ne. Voilà, bref. Non, attends. Qu'il soit rassuré que je le recevrai, je répondrai à ses appels. Qu'il soit rassuré également que nous sommes engagés à augmenter donc les salaires des agents de la fonction publique, à revoir à la hausse donc les bourses et donc les pensions. Et donc, s'il est retraité, bon, je crois quand même que nous avons pensé à lui. D'accord. Mais dire que, bon, avant qu'est-ce qu'on a fait, je crois quand même que... Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique. Non, il faut interroger les gens. Je fais partie de ceux qui essayent donc de mieux comprendre de toute façon la détresse et les désarrois du monde des populations. Vous avez... est-ce que vous faites le lobbying vis-à-vis de ceux-là qui prônent le boycott ou la transition? Je pense que... En quelques mots. Le boycott, c'est très difficile de trouver donc au boycott aujourd'hui des partenaires, des partisans à l'extérieur, parce qu'il s'agit ici d'un agenda républicain. C'est-à-dire que si vous reportez les élections, vous tombez donc, vous allez faire donc une transition parce que la loi fondamentale dit que 2 mois avant la fin donc, du mandat du président de la République, il faut organiser donc, des élections. Et je crois que c'est dans cette dynamique que nous trouvons en ce moment. Donc, je ne fais pas un lobbying pour le boycott. La transition, de toute façon, elle est sur le chemin après le 22 février. Voilà. Dès que nous gagnons, la transition va venir. Et vous avez foi de gagner cette élection? Non, je fais lobbying. Je fais lobbying pour la transparence électorale, pour que donc le vainqueur puisse rentrer en possession donc de son pouvoir. Ce lobbying-là, nous le faisons donc au niveau du monde international. Et je dis, leur rôle ici, c'est une fois de moins, ayant accompli ou après avoir accompli leur devoir civique, voilà. Il faudrait de toute façon qu'ils se déterminent à rester, du moins, vigilants la défense de toute façon de la victoire, au cas où il y aurait du moins des tentatives donc, de contournement ou de détournement de tout un monde de suffrage. Et quelqu'un a évoqué le cas de député que vous auriez eu, je crois, dans le Vaud. Oui, non, et que on nous a sucré donc un député dans le Vaud. Est-ce que qu'il soit rassuré? Et c'est justement ce genre de comportement-là que nous combattons. Et donc, ils ont pris le député de force, mais quand les élections de monde local sont arrivées, ils ont vu également que le parti a suffisamment un ancrage important dans le Vaud, ce d'autant que en ce moment, on compte un maire, et puis du moins un adjoint au maire, et que nous avons également contribué à faire élire également donc, certains maires donc, de l'opposition. Et si le cortège présidentiel à Agbeme Kodjo va passer, est-ce que ce serait comme ambiance bon enfant avec les citoyens, ou bien il faut dégager les gens pour que vous puissiez passer? De toute façon, la gouvernance que nous envisageons incarner serait de une gouvernance de proximité. Nous sommes très proches des gens. Et donc, ce genre de choses-là, je ne suis pas sûr que dans le quotidien, tous les jours, en allant au boulot, du moins que ça se ferait du moins comme ça. Bien sûr, quand vous avez donc des chefs d'État étrangers, de grands événements, et donc en fait pour, en tout cas la fluidité de la circulation au niveau des officiels, il y a des mesures qu'on va, mais ce n'est pas tous les jours du moins qu'on fermera la route. À quelle position se trouve
le bulletin, le candidat Guillaume Kodjo sur le bulletin de vote? Ah, je suis le dernier. C'est-à-dire que je suis au 7e. En position verticale? Oui, en position verticale, je suis au 7e. Xavier, et Xavier, amène-moi, Xavier. Mais peut-être qu'il y a une question. Et Xavier, 7e position. Et ouais, on m'a dit beau. Non, sauf à quoi le ah non, nous sommes en français, s'il vous plaît. Non, quoi, Donc, c'est la 7e position. 7e position. Sur le bulletin de vote. Et quel est le logo? Le logo? Xavier, un canari? Un canari. Ou un pot? Non, c'est un canari reposant sur Xavier dans du boulot là. Donc, Xavier vient dans le Togo, vous dira. Donc, nous sommes pratiquement à la fin, mais il semble qu'il y a une guéguerre entre vos militants et ceux de Fabre. Quel message avez-vous à leur endroit rapidement? Non, je m'entends très bien, Fabre. C'est pour ça que je n'ai pas aimé ça sortir la dernière fois. Parce que je m'entends très bien. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai été chez lui. Je ne peux pas compter le nombre de fois où nous échangeons. Donc, au téléphone, pour améliorer les cadres électoraux, comment on fait et tout ça. Mais maintenant, donc, les militants se lancent, du moins, cette guerre-là. Aussi bien de son côté que de toute façon, peut-être ceux qui se reconnaissent à moi. Je considère que le combat n'est pas à ce niveau-là. Le combat n'est pas à ce niveau. Votre message de fin à l'endroit des militants, des sympathisants pour le 22. Et nous bouclons ainsi. Togolaises et Togolais, chers frères, chères sœurs, mobilisez-vous massivement pour voter votre frère, Guillaume Kodjo. Dans le symbole, il y a ma photo là-bas. Et puis, Xavier. Et vous verrez ce que Dieu veut faire pour ce pays. J'en suis convaincu. Merci. Monsieur Gabriel Mensah Guillaume Kodjo, candidat en liste pour la présidentielle du 22 février prochain. Merci d'être passé chez nous dans une heure pour convaincre. C'est fini pour aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Plaise à Dieu. Lundi, nous allons nous retrouver avec d'autres candidats. Dieu dans cette même tranche. Bonne chance à vous et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.